Dans les archives oubliées de Fort Smith, un registre de vente de bois daté d'octobre 1888 a refait surface. Les colonnes de chiffres, apparemment anodines, cachent des annotations étranges. Des initiales, des symboles, des notes griffonnées au crayon. Entre les lignes sur les cargaisons de chêne et de pin, apparaissent des mentions de repas privés, d'absences notées avec soin et de transactions parallèles jamais déclarées aux autorités. Ce n'est pas un simple livre de comptes, c'est la chronique voilée d'une famille dont la prospérité s'est construite au prix du sang et d'un mariage qui devait unir deux destins en effaçant un troisième. Le 14 octobre 1888, Fort Smith s'éveilla sous un ciel lourd, une pluie fine qui transformait les rues boueuses en coulées sombres. Dans la grande maison des Decker, l'air sentait la suie et les draps humides. William, l'héritier, n'avait pas quitté son lit depuis 2 jours. À 23 ans, il paraissait déjà un vieillard, teint cireux, main tremblante, un souffle court, chaque fois qu'il essayait de se lever. Dr Samuel Hayes, le médecin de famille, affirma devant Nathaniel Decker, patriarche et maître d'un empire du bois, qu'il s'agissait sans doute de nerfs prénuptiaux. Le jeune homme, expliqua-t-il, se laisse parfois submerger à l'approche du mariage. Un régime léger, du repos et tout ira mieux. Nathaniel hocha la tête avec une gravité impeccable, mais Rose Sullivan, la fiancée de William, surprit un éclat dans ses yeux que le médecin ne vit pas. Une satisfaction froide, presque imperceptible. Document retrouvé, extrait du journal de Margaret Henley, voisine, daté du 15 octobre 1888. J'ai vu William par la fenêtre. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je connais ses symptômes. Nausées, perte de poids, faiblesse. Ce n'est pas le stress. J'ai déjà vu un homme dépérir ainsi en 1885. Samuel Reeves. On l'avait dit fiévreux, mais je sus qu'il était empoisonné. Arsenic. Lent, avisible, domestique. Je crains que ce jeune Decker ne soit condamné du même mal. Le 17 octobre, 3 jours avant le mariage prévu, un changement brusque survint. William devait partir à Little Rock pour conclure un contrat de bois. Trop faible, il resta alité. Nathaniel annonça qu'il irait lui-même pour sauver l'accord. Puis, d'une voix presque détachée, il proposa « Rose pourrait m'accompagner. Elle s'intéresse tant à la gestion. » Le docteur approuva, croyant à une saine éducation commerciale. Rose accepta, le cœur battant. Ce voyage présenté comme une simple affaire devint leur échappatoire. Dans le wagon caillotant, loin des regards, Nathaniel et Rose parlèrent sans fin. À l'hôtel de Little Rock, les convenances disparurent. Les heures de réunion se mêlèrent à des heures d'intimité. Rose, enivrée du vin et de l'attention, murmura enfin ce qu'elle n'avait jamais osé dire. « William ne veut pas de cet empire. Moi, oui. » Nathaniel l'embrassa comme pour sceller un pacte. Pendant ces 2 jours, Fort Smith observait. Margaret Henley, figure austère de la société locale, vit de sa fenêtre le départ du carrosse. Elle n'hésita pas. 3 télégrammes furent expédiés à des dames influentes de Little Rock. Dicta-t-elle, suivez les faits et rapportez. Elle, de son côté, alla faire une visite à William. Elle le trouva pâle, haletant, reconnaissant pour la compagnie. « Que mangez-vous, mon cher ?» demanda-t-elle avec une douceur trompeuse. William expliqua. Repas préparés par la cuisinière, parfois des toniques que son père lui apportait, parfois des tasses de bouillon offertes par Rose. Margaret nota chaque détail. Le schéma se confirmait. Quand Nathaniel voyageait, les symptômes s'apaisaient. Quand il revenait, William déclinait. Le 19 octobre, Nathaniel proposa une chasse, un enterrement de vie de garçon adapté à l'esprit des bois. William, ragardi car un bref mieux, accepta. Mais pour Margaret, ce projet sonnait comme une sentence. Extrait du registre de chasse de James Crawford, contremaître. 19-10-1888. Partie à 6 hommes, bois à l'est, terrain difficile, broussailles épaisses. Nathaniel insiste sur la formation.
William placé en avant. Temps frais, clair, rien d'anormal, sauf l'insistance du maître. Vers 2h30, un coup de fût résonna. On retrouva William, effondré, poitrine traversée. Nathaniel, agenouillé, les mains sanglantées, répétait « J'ai cru voir un cerf, Dieu m'est témoin !» Dr Hayes confirma « Morte instantanée, accident plausible ». Tous acceptèrent, sauf Harold Henley, l'époux de Margaret, qui observa silencieusement les traces de poudre sur la veste. Tir trop près, trop précis, mais il se tut. Le lendemain, Fort Smith se rassembla pour pleurer le jeune héritier. Nathaniel s'effondra au cimetière, Rose joua la fiancée éplorée. Les larmes semblaient convaincantes, sauf aux yeux de Margaret qui, derrière son voile noir, nota la satisfaction mal contenue dans le regard de la jeune femme. Fort Smith, 25 octobre 1888. À peine une semaine après l'enterrement de William, les cloches de l'église sonnèrent de nouveau. Non pas pour un requiem, mais pour des noces. La rumeur avait parcouru les rues boueuses comme une traînée de poudre. Nathaniel Decker, 60 ans passés, allait épouser Rose Sullivan, 19 ans. On murmurait d'abord à une plaisanterie indécente, mais les bans furent publiés. Le prêtre confirma. Dans la maison Henley, Margaret écrivit dans son carnet « Une union hâtive, indécente. William à peine sous terre et déjà Rose porte une nouvelle bague. On dit que le père pleure encore chaque soir. Mensonge. J'ai vu son sourire en signant le registre. Ce mariage n'est pas une consolation, c'est une transaction. » Document. Extrait du registre paroissial. Mariage célébré le 25 octobre 1888 entre Nathaniel Decker, veuf, négociant en bois, et Rose Sullivan, célibataire. Témoin, Dr Samuel Hayes, James Crawford, contremaître. La cérémonie fut sobre, presque étouffée. Les invités chuchotaient. Certains évitaient de croiser le regard de Margaret Henley, immobile au dernier rang. Le prêtre prononça les vœux. Rose répondit d'une voix ferme. À la sortie, une bruine glaciale tombait. Nathaniel, redressé, semblait rajeuni de 20 ans. Le soir même, au banquet restreint dans la demeure Decker, un détail glaça les domestiques. Un menu luxueux, écrit de la main même de Nathaniel, portait en bas une signature maladroite, visiblement imitée, celle de William, comme si on voulait rappeler l'ombre du défunt ou valider ce repas comme approuvé par l'absent. La cuisinière, une femme noire du nom de Clara Jenkins, confia plus tard « J'ai cru voir un fantôme, pas dans la salle, mais dans l'encre. On voulait qu'il soit là, qu'il bénisse ce qu'on avait volé. » Peu après le mariage, les affaires de bois connurent une expansion fulgurante. Nathaniel fit enregistrer 3 nouveaux contrats à Little Rock, profitant du fait que William, qui s'opposait jadis à certaines coupes abusives, n'était plus là. Les convois traversaient les forêts à une cadence inédite. Des plaintes d'agriculteurs parlant de terres inondées par le déboisement furent reçues par le tribunal de comté. Classée sans suite. Rose, désormais Madame Decker, prit une place centrale dans les réunions. Elle maniait les chiffres avec habileté, annotait les registres. Son écriture apparut de plus en plus souvent dans les marges des comptes officiels. Et c'est là que l'histoire bascula. Document. Inventaire retrouvé dans le coffre Decker, octobre 1889. 124 chargements de chêne blanc, déclarés 100. 78 chargements de pin, déclarés 60. Note en marge, les 18 restants à distribuer discrètement, R. Cette annotation portait les initiales de Rose. Margaret, qui avait ses entrées au palais de justice grâce à son époux, recopia l'inventaire mot pour mot. Pour elle, ce n'était plus seulement une tragédie familiale, c'était une fraude à grande échelle, un détournement institutionnalisé. Pendant ce temps, le comportement de Rose se modifia. Au marché, elle affichait des bijoux neufs, parlait avec une assurance inhabituelle. Les femmes de Fort Smith chuchotaient. Elle a vendu son âme pour du bois.
Mais la vérité, bien plus sombre, se lisait dans ses yeux lorsqu'elle croisait Margaret. Un défi silencieux, presque un aveu. Le 2 novembre 1888, Margaret convoqua discrètement 3 témoins de Little Rock, ceux-là même qu'elle avait alertés lors du voyage funeste. Chacune confirma par écrit avoir vu Nathaniel et Rose partager une chambre. Les témoignages, classés observation privée, furent conservés dans une enveloppe scellée. Témoignage de Madame Eleanor Walker, Little Rock, 21 octobre 1888. J'ai vu Madame Sullivan entrer dans la chambre 14 avec M. Decker à 9 heures du soir. Ils n'en sont pas ressortis ni avant le matin. Le dossier s'épaississait, mais Fort Smith, petite ville dominée par l'argent du bois, fermait les yeux. La presse locale, financée par la Syrie, parlait d'un mariage de raison et d'une jeune épouse loyale. Les rares voix dissidentes étaient étouffées. Margaret, pourtant, ne céda pas. Elle commença à assembler un véritable contre-dossier, inventaire, registre, témoignages, copie des menus, et même une mèche de cheveux de William conservée comme preuve symbolique. Un jour, écrivit-elle, ces papiers parleront plus fort que les cloches de l'église. L'hiver 1888-1889 s'installa brutalement sur Fort Smith. Les forêts, nues et froides, résonnaient du fracas incessant des scies. Les convois de bois descendaient la rivière Arkansas, chargés au-delà des limites autorisées. Les hommes travaillaient de l'aube à la nuit, souvent blessés, parfois écrasés sous les troncs. Mais à la demeure des cœurs, on célébrait la prospérité. Dîners fastueux, nouveaux meubles, robes importées de Saint-Louis. Pourtant, derrière les rideaux de velours, les tensions montaient. Rose, qui avait cru trouver dans ce mariage une liberté, découvrit une cage dorée. Nathaniel l'écartait des décisions majeures, lui laissant seulement à noter les marges des registres ou recevoir les fournisseurs. « Les affaires sérieuses sont l'affaire des hommes », répétait-il. Mais elle savait, sans son intelligence et ses calculs précis, les fraudes auraient été découvertes plus tôt. Documents retrouvés. Lettre de Rose à sa cousine Mary, non envoyée, datée janvier 1889. Mary, je vis dans le luxe mais je suis prisonnière. Nathaniel veut que je sois sa vitrine, pas son égal. Pourtant les comptes passent par mes mains. Sans moi, il s'exposerait. Je commence à penser qu'il a plus besoin de moi que moi de lui. Mais si je parle, je tombe avec lui. Alors je reste. Je souris et j'attends. Les ouvriers commencèrent à murmurer. Les salaires étaient versés en retard, parfois réduits. Certains reçurent des bons d'achat valables uniquement dans la boutique tenue par un associé de Nathaniel, un moyen de récupérer l'argent aussitôt. 3 accidents mortels furent déclarés entre janvier et mars 1889. Dans chaque cas, le rapport officiel parlait de maladresse de l'ouvrier. Mais Margaret Henley, attentive, nota la répétition suspecte de certaines phrases dans les procès-verbaux, comme si elles avaient été recopiées d'un modèle fourni par la direction. En mars, un jeune charretier nommé Thomas Bell vint frapper à la porte des Henley. Tremblant, il tendit un carnet maculé de boue. « C'est le registre des chargements, madame. J'ai recopié les vrais chiffres. Il falsifie tout. Si je parle, je perds ma place, mais 3 de mes camarades sont morts. » Margaret prit le carnet comme on prend une preuve sacrée. Extrait du carnet de Thomas Bell. 12 février, 14 chariots expédiés, déclarés neufs. 26 février, accident, mort de J. Harlan. Charge trop lourde imposée par ordre direct de ND. Initiale claire. 3 mars, 10 chariots expédiés, déclarés 7. Ces pages confirmaient les soupçons, la fortune grandissante se reposait sur le mensonge, la fraude et le sang ouvrier. Au même moment, Rose fit une découverte qui changea son regard. Dans le bureau de Nathaniel, une lettre ouverte sur le secrétaire. Lettre de Nathaniel à un associé de Little Rock. Date mars 1889. La jeune épouse est utile, mais trop curieuse. Elle croit que je l'associe. Qu'elle se berce d'illusions. J'ai encore besoin de son visage frais pour calmer les investisseurs. Mais les véritables décisions resteront à moi seul. Rose lut et relut ces lignes. Son sang se glaça. Elle n'était qu'un pion.
une vitrine. Son ambition exploitée, son intelligence utilisée, puis méprisée. Dès lors, une rancune froide grandit en elle. Au printemps, lors d'un dîner mondain, Margaret, vêtue de noir, osa aborder Rose en aparté. Le dialogue, rapporté plus tard par une domestique, resta gravé. « Vous savez pourquoi William est mort ? Et vous, savez-vous combien d'hommes votre mari a déjà ruinés ?» Leurs regards se croisèrent comme deux lames. Ni l'une ni l'autre n'a voir, mais chacune comprit qu'un combat plus vaste se préparait. En avril 1889, Margaret remit discrètement au juge local une enveloppe contenant copie de carnets, inventaires et témoignages. Le juge, dépendant des fonds des chœurs, ne donna aucune suite. Mais une rumeur commença à circuler. Quelqu'un rassemble des preuves. Nathaniel, alerté, accusa un contremaître et le fit renvoyer. Rose, en silence, se réjouit. Le vieil homme commençait à se sentir traqué. À la fin du mois, un incendie ravagea une remise contenant plusieurs registres. Officiellement, un accident. Mais Clara Jenkins, la cuisinière, affirma plus tard avoir vu Nathaniel lui-même porter une lampe à huile dans le bâtiment la veille. Margaret perdit une partie de ses preuves, mais son obsession ne fit que grandir. Dans une nouvelle page de son journal, elle écrivit « Les fissures apparaissent. Rose comprend qu'elle a vendu son âme à un démon qui ne la respecte pas. Nathaniel, lui, s'agite, détruit ses propres traces. La vérité ne peut rester enterrée éternellement. » L'été 1889 apporta une chaleur suffocante. Dans les forêts autour de Fort Smith, les troncs abattus s'entassaient en piles menaçantes, tandis que l'odeur de résine et de sueur imprégnait l'air. Les ouvriers, sous-payés et épuisés, commençaient à se révolter à voix basse. On murmurait que la veuve d'un charretier mort sous un tronc écrasé parlait d'écrire au gouverneur. Les Decker, eux, multipliaient les banquets pour masquer les fissures. Rose, désormais maîtresse d'un domaine prospère mais glacé, se tenait de plus en plus souvent seule dans la bibliothèque. Là, parmi les volumes poussiéreux, elle rangeait discrètement ses propres copies de contes et de lettres. Chaque soir, une chandelle éclairait ses notes serrées, où elle consignait des détails compromettants que Nathaniel s'étreignait. Ce double jeu lui donnait un sentiment de puissance. Elle était à la fois l'épouse complice et l'archiviste de sa chute future. Document. Carnet personnel de Rose, juin 1889. Il croit me posséder, mais chaque chiffre que j'écris peut devenir une arme. Si un jour je veux sortir de sa cage, je n'aurai qu'à ouvrir ce livre. Il ne sait pas que je le tiens déjà. Pendant ce temps, Margaret poursuivait sa croisade. Elle avait compris que les autorités locales étaient compromises. Alors elle se tourna vers ceux qui souffraient directement, les ouvriers. Le dimanche, après l'office, elle les recevait discrètement dans sa cuisine. Autour d'un thé simple, les récits s'accumulaient. Salaires amputés, blessures non indemnisées, enfants forcés de charger des chariots. Elle prenait des notes méthodiques. Un soir de juillet, elle réunit 3 veuves dans son salon. Les rideaux tirés, elle exposa les carnets de Thomas Bell, les copies d'inventaire, les témoignages de Little Rock. « Ce n'est pas seulement un deuil privé, dit-elle d'une voix ferme, c'est une machine à broyer les vies. Nous devons la briser. » Les femmes hochant la tête, la peur au ventre, mais la conviction claire. Dans la maison des chœurs, les tensions montaient. Nathaniel, vieillissant, devenait irritable. Il buvait davantage, corrigeait brutalement les registres de Rose, la traitant parfois comme une domestique, mais lui-même commettait des erreurs. En août, un chariot entier de bois disparut des registres. Rose en fit une copie et glissa la feuille dans son carnet secret. Elle savait que ce type d'irrégularité, répétée, pouvait ruiner Nathaniel devant un tribunal, si seulement un tribunal honnête acceptait de l'entendre. Lettre interceptée par Margaret, adressée à un associé de Saint-Louis, août 1889. Les ouvriers menacent de s'organiser. J'ai coupé dans les salaires pour calmer les actionnaires, mais cela pourrait se retourner.
Si les rumeurs atteignent la capitale, il nous faudra des garanties. » Cette lettre, récupérée grâce à un employé des postes sympathisants, confirmait les craintes. Nathaniel craignait une révolte plus que la justice. À l'automne, les premiers signes de rupture apparurent au grand jour. Lors d'un dîner, Rose osa contredire Nathaniel devant des investisseurs. Elle corrigea ses chiffres à voix haute, prouvant une erreur de calcul. Le silence tomba. Nathaniel se leva, rouge de colère, mais ne put démentir. Les convives se souvinrent longtemps de ce moment où la jeune épouse affirma son intelligence face au vieux patriarche. Cette audace ne passa pas inaperçue. 2 jours plus tard, Margaret reçut une visite inattendue, Rose elle-même. Elle entra, voilée, tremblante mais décidée. « Nous avons un ennemi commun. » Margaret l'observa longuement avant de répondre. « Jusqu'ici, vous étiez son complice. Pourquoi maintenant ? » »« Parce qu'il m'efface, parce qu'il me méprise, et parce que j'ai des preuves. » Elles restèrent des heures à parler, à comparer leurs dossiers. Les notes de Rose complétaient celles de Margaret. Ensemble, elles commencèrent à assembler un récit cohérent, prêt à ébranler la façade du magnat. Mais leur alliance était fragile. Margaret voyait en Rose une femme avide, peut-être prête à trahir à nouveau. Rose, elle, considérait Margaret comme une moraliste obsédée par la vertu. Pourtant, leur haine partagée pour Nathaniel créa un lien inattendu. À la fin de cette rencontre, Margaret écrivit « Les murs se rapprochent. Nathaniel a bâti son empire sur le bois et le sang. Maintenant, ce sont ses propres murs qui s'embrasent. La jeune épouse n'est plus son alliée. Elle aiguise un couteau invisible. » Le 19 octobre 1888, le matin s'annonçait clair et frais, parfait pour ce qui allait devenir la dernière chasse de William Decker. Nathaniel annonça au petit déjeuner qu'il avait organisé une expédition de chasse d'adieu pour son fils et plusieurs de ses amis proches. Une sorte de fête de célibataire pour célébrer les dernières heures de William en tant qu'homme non marié. William, qui semblait avoir retrouvé un peu de vigueur depuis le retour de son père de Little Rock, accueillit cette proposition avec un enthousiasme sincère. La perspective de passer la journée en plein air avec ses camarades lui plaisait beaucoup plus que le dîner sophistiqué prévu initialement par Nathaniel. « Excellente idée !» dit William, affichant une couleur et une énergie meilleures que ces dernières semaines. « Un peu d'air frais et d'exercice avant demain ne peut que me faire du bien. » Rose exprima une déception appropriée de ne pas pouvoir participer à cette sortie masculine, mais intérieurement, elle comprenait que cette chasse représentait l'apogée du plan qu'elle et Nathaniel avaient minutieusement élaboré. Pendant leur séjour à Little Rock, ils avaient discuté des grandes lignes de l'opération. À présent, Nathaniel mettait en œuvre les détails précis avec une efficacité qui impressionnait et effrayait Rose à la fois. Le groupe de chasse était composé de 6 hommes, William, Nathaniel, Harold Henley, mari de Margaret, Thomas Brennan de l'hôtel, le docteur Samuel Hayes et James Crawford, superviseur principal de la scierie. Tous expérimentés et familiers avec les bois, chacun possédait assez de réputation sociale pour que leur témoignage sur un accident de chasse soit accepté sans question. Cependant, Rose remarqua des détails que les autres ignoraient totalement. Nathaniel choisit l'endroit, une section isolée de forêt où les troncs tombés et les broussailles denses limitaient la visibilité et facilitaient les accidents. Il sélectionna soigneusement les fusils, prétendant que certains étaient mieux adaptés à la chasse dans ces conditions. Il proposa même une formation de chasse, plaçant William et lui-même de manière à créer des occasions pour ce qu'il appelait euphémistiquement des « incidents malheureux ». « Vous serez bien seul aujourd'hui ?» demanda William à Rose au moment du départ. « Ce n'est pas idéal de vous laisser la veille de notre mariage ?» Rose le rassura, promettant de passer son après-midi avec d'autres dames pour finaliser les préparatifs du mariage. Ce qu'elle ne mentionna pas, c'est qu'elle avait déjà organisé son alibi parfait avec Margaret Henley pour être éloignée de la scène du futur accident. Le convoi de chasseurs partit à l'aube, leurs fusils et munitions chargés dans une charrette. Nathaniel, concentré, prit soin de noter les reliefs, les lignes de tir et les positions, non pour la chasse, mais pour garantir que le plan se déroulerait sans faille. La matinée se déroula tranquillement, ponctuée par quelques coups de fusil lointains. À midi,
le groupe se retrouva pour déjeuner près d'un petit ruisseau. William, riant et plaisantant avec les autres, semblait complètement remis de ses symptômes récents, son énergie retrouvée rendant la tragédie imminente encore plus choquante. Après le déjeuner, les chasseurs se séparèrent à nouveau. Nathaniel se plaça à environ 15 mètres derrière William, assez près pour tirer avec précision, mais suffisamment éloigné pour prétendre viser un cerf derrière son fils. Les autres étaient dispersés, absorbés par le suivi des traces de gibier. À 14h30, un seul coup de fusil retentit dans les collines d'Arkansas. Les chasseurs accoururent pour découvrir Nathaniel agenouillé auprès du corps immobile de William, ses mains couvertes de sang tentant en vain d'arrêter l'hémorragie. « Je croyais voir un cerf à travers les buissons !» gémit Nathaniel, la détresse semblant sincère. La scène confirmait son récit. William avait été touché par derrière, la trajectoire et la position du corps suggérant un accident de chasse classique, dans un terrain difficile. Le docteur Hayes confirma que la mort avait été instantanée et qu'aucune intervention ne l'aurait prévenu. Harold Henley observa cependant un détail troublant. L'angle du tir et la distance indiquaient une proximité plus grande que celle déclarée par Nathaniel. Il garda le silence, comprenant qu'un commentaire pourrait compromettre le subterfuge. Pendant ce temps, Rose, en apparence en deuil, respectait son alibi chez Margaret. Son chagrin semblait sincère, ses larmes bien placées, mais Margaret, observatrice aguerrie, voyait à travers la performance. Rose savait exactement ce qu'elle faisait, et chaque geste, chaque mot, servait à renforcer le mensonge construit depuis des semaines. Le 21 octobre 1888, l'église méthodiste de Fort Smith se remplit d'une foule record. Tous pleuraient William, victime d'un tragique accident de chasse. Nathaniel, effondré, convainquit même les plus sceptiques de son innocence. Rose, en deuil noir, reçut les condoléances comme fiancée et future protectrice de Nathaniel. Margaret Henley comprit alors qu'elle assistait à l'aboutissement d'un meurtre méticuleusement orchestré. Les preuves directes avaient disparu, les témoins avaient accepté la version officielle et la communauté préférait croire à un accident tragique plutôt qu'au calcul froid et planifié. Dans les mois qui suivirent, Nathaniel et Rose continuèrent leur plan et en juin 1889, exactement 8 mois après la mort de William, ils se marièrent. Leur union, célébrée en apparence de deuil, masquait la vérité. Une conspiration amoureuse et criminelle avait triomphé. Après leur mariage, Nathaniel et Rose Decker apparurent comme le couple idéal de Fort Smith, unis par le chagrin et la réussite. Leur relation publique inspirait respect et admiration. Cependant, Margaret Henley, dont l'instinct n'avait jamais failli, observait chaque geste avec une vigilance accrue. Elle savait que derrière le vernis de respectabilité se cachait une machination implacable. Chaque sourire échangé entre Nathaniel et Rose, chaque décision d'affaires prise en commun semblait ordinaire, mais elle y voyait le reflet d'un calcul minutieux et ancien. Rose, désormais maîtresse du domaine Decker, démontrait des compétences commerciales étonnantes. Elle participait aux négociations avec une assurance et une connaissance des marchés qui semblait dépasser pour quelqu'un censé n'avoir étudié le commerce que récemment. Ses suggestions stratégiques et sa capacité à anticiper les mouvements des concurrents éveillèrent le soupçon de Margaret. Cette expertise avait été acquise bien avant le décès de William. Elle comprit que chaque étape du plan avait été préparée avec des mois d'avance, que la disparition de William n'avait été que le prélude à une ascension soigneusement orchestrée. Les employés de l'aciérie et du bureau, remarquant leur coopération exceptionnelle mais ignorant des intrigues qui l'avaient précédée, les admiraient pour leur efficacité et leur cohésion. Cependant, certains détails passèrent inaperçus. Des visites discrètes de Nathaniel aux domestiques, des échanges silencieux avec le docteur Hayes avant sa mort, et les manœuvres précises pour éliminer toute trace d'accusation ou d'objection. Margaret notait tout, sachant que la vérité pouvait surgir d'un simple détail apparemment insignifiant. Les mois passèrent, et Fort Smith commençait à oublier les événements tragiques d'octobre 1888. La mémoire collective se concentrait sur la romance née de la tragédie, sur le couple soudé par la perte et la reconstruction.
Nathaniel et Rose profitaient de cette amnésie sociale pour renforcer leur emprise sur la région, étendant leur empire forestier dans 3 États et consolidant une influence qui semblait inébranlable. Margaret continua pourtant son observation minutieuse. Elle notait les déplacements de Nathaniel et Rose, les heures passées à étudier les comptes, les réunions privées où aucun témoin indépendant n'était présent. Elle rassemblait également les témoignages d'anciens employés et domestiques, souvent oubliés, mais qui avaient perçu des anomalies dans les semaines qui avaient précédé la mort de William. Ces fragments de mémoire, croisés avec ses propres notes, dessinaient un tableau cohérent. Les 2 époux avaient orchestré non seulement le meurtre de William, mais aussi la disparition ou la neutralisation de quiconque aurait pu contester leur version officielle. Le premier signe concret que la machination dépassait le simple accident se manifesta en 1891. James Crawford, le superviseur de la scierie, mourut chez lui dans des circonstances apparemment naturelles. Son épouse confia à Margaret que son mari avait été troublé par des visites de Nathaniel, qu'il avait évoqué des incohérences concernant la mort de William et qu'il craignait pour la réputation et la sécurité de sa famille. Crawford avait compris trop tôt ce que personne n'osait imaginer, que l'accident de chasse avait été intentionnel et que toute contestation était dangereuse. 6 mois plus tard, le docteur Hayes subit un accident équestre mortel. Bien que le décès fût attribué à un événement naturel, son cheval, effrayé par un serpent l'ayant projeté contre un arbre, Margaret nota le timing étrange, suivant de près la mort de Crawford. Hayes, médecin de la famille et témoin direct des circonstances entourant William, aurait pu contester la version officielle si jamais il l'avait souhaité. La coïncidence était troublante. En 1892, Harold Henley, mari de Margaret, souffrit d'une intoxication alimentaire après un dîner d'affaires organisé par Nathaniel et Rose. Les symptômes, d'abord attribués à des huîtres avariées, s'aggravèrent rapidement, reproduisant les signes qui avaient précédé la mort de William. Margaret, préparée par des années de documentation minutieuse, comprit immédiatement ce qui se déroulait. Elle observa chaque détail, nota les changements de comportement et conserva des preuves pour un futur potentiel recours à la justice. Malgré la mort successive de William, Crawford, Hayes et finalement Harold, Margaret conserva une volonté inébranlable de révéler la vérité. Ses notes, ses observations et ses correspondances formaient un dossier minutieux qui, si un jour il était examiné, montrerait l'ampleur de la conspiration. Une élimination méthodique de tous les témoins susceptibles de compromettre Nathaniel et Rose. Mais à Fort Smith, la société préférait la version romantique et tragique. Les histoires d'amour et de perte captivaient les habitants, et personne ne chercha à contester le récit officiel. Nathaniel et Rose, protégés par leur charisme et leur pouvoir, prospérèrent, tandis que Margaret, malgré sa vigilance et ses preuves, restait impuissante face à un système social qui valorisait la réputation et l'apparence sur la vérité. Les événements de cette période démontraient une réalité effrayante. L'intelligence, le calcul et l'absence totale de scrupules pouvaient transformer un crime en légende, et la mémoire collective pouvait être façonnée par ceux qui détenaient le pouvoir et l'influence. Margaret, jusqu'à sa mort en 1894, observa, documenta et prévint autant qu'elle pouvait, laissant derrière elle un journal qui, des décennies plus tard, révélerait enfin la portée véritable des machinations des Decker. Après la mort de Margaret Henley en 1894, la petite ville de Fort Smith retrouva une apparente quiétude. Nathaniel et Rose Decker continuaient de prospérer, consolidant leur empire forestier et s'imposant comme figure centrale de la société locale. Le couple semblait désormais invincible, leur influence s'étendant ses ramifications jusqu'aux sphères politiques, judiciaires et économiques de la région. Mais, même dans cette stabilité apparente, les ombres des crimes passés planaient silencieusement, suspendues, comme des nuages d'orage invisibles prêts à éclater à la moindre faille. Les journaux, peu enclins à rappeler les tragédies du passé, se concentraient sur les réussites commerciales des Decker,
les mariages, les inaugurations de scieries, les réunions d'affaires et les donations philanthropiques occupaient les colonnes de la presse, effaçant peu à peu les murmures des drames de 1888 et des années suivantes. Pour les habitants, William Decker était un jeune homme victime d'un malheureux accident de chasse, et la mémoire de Margaret Henley s'évanouissait comme un brouillard matinal. Cependant, à l'abri de la société, un groupe discret d'observateurs commença à s'intéresser de près au couple Decker. Des correspondants venus d'autres États, alertés par des rumeurs anciennes et des lettres anonymes, commencèrent à enquêter sur les décès mystérieux liés aux Decker. Les archives de Margaret, préservées par elle-même dans un lieu sûr, représentaient désormais le seul fil conducteur capable de révéler l'étendue de la conspiration. Ces documents comprenaient des notes détaillées sur les habitudes de William, des témoignages de domestiques et employés, ainsi que des observations minutieuses sur Nathaniel et Rose. En 1901, lors d'un travail de rénovation dans la vieille maison Henley, un jeune ouvrier découvrit un coffre métallique enterré dans le sol du bureau de Margaret. À l'intérieur se trouvaient journaux, lettres et rapports codés, soigneusement organisés et annotés. Ces documents dévoilaient la chronologie exacte des meurtres, les méthodes employées et les stratégies de dissimulation mises en place par Nathaniel et Rose. Mais la valeur probante de ces archives était limitée. Trop de témoins étaient décédés et les survivants, désormais âgés ou intimidés, hésitaient à attester contre l'influence des Decker. Pendant ce temps, Nathaniel et Rose continuaient de bâtir leur légende. Leur mariage semblait scellé par un tragique destin, et leur richesse leur permettait de manipuler et d'acheter le silence de ceux qui auraient pu douter de leur innocence. Les scandales mineurs qui apparaissaient dans la presse étaient rapidement étouffés, et les rumeurs concernant les décès suspects disparaissaient dans l'oubli collectif. Les Decker avaient appris à transformer la peur et le respect en outils de contrôle social, assurant leur domination sur Fort Smith et ses environs. Mais tous les secrets, aussi méticuleusement planifiés soient-ils, laissent parfois des traces inattendues. En 1905, un jeune avocat curieux, descendant d'un témoin indirect de l'époque des meurtres, commença à compiler les archives publiques, comparant les dates, les décès et les mouvements du couple Decker. Des incohérences apparurent rapidement, des distances impossibles, des alibis peu plausibles, et une succession de coïncidences troublantes qui semblaient pointer vers une vérité plus sombre que l'histoire officielle. L'avocat comprit qu'il existait une logique cachée derrière la prospérité apparente de Nathaniel et Rose. Mais il savait que tenter une confrontation directe serait dangereux. Dans les cercles sociaux, Rose continuait de cultiver une image de femme vertueuse, intelligente et dévouée à son mari. Elle participait activement aux œuvres caritatives, aux cérémonies publiques et aux banquets de la haute société, renforçant l'illusion de normalité. Nathaniel, lui aussi, dirigeait son empire avec un mélange de rigueur et de charme, imposant sa volonté sans éveiller de contestation. Ensemble, ils formaient un couple qui paraissait indissoluble et exemplaire, masquant la cruauté et le calcul derrière une façade de sophistication. Cependant, dans les coins sombres des archives et des mémoires locales, Margaret Henley continuait de parler à travers ses notes. Ses écrits détaillaient non seulement les crimes passés, mais anticipaient aussi la manière dont les Decker manipuleraient l'opinion publique, influenceraient les témoins et réécriraient l'histoire. Pour ceux qui prenaient le temps de lire et d'analyser, ces journaux étaient un avertissement. La justice sociale n'est pas toujours immédiate, et la vérité peut attendre des décennies pour émerger. Ainsi, Fort Smith vivait dans une double réalité. D'un côté, une communauté fière et prospère, admirant Nathaniel et Rose pour leur réussite et leur élégance. De l'autre, un récit secret et macabre, tissé de meurtres, de manipulations et de disparitions, conservé par une femme courageuse qui avait tenté, sans succès immédiat, de révéler l'injustice. La tension entre ces deux réalités allait perdurer, rappelant que l'histoire officielle est parfois façonnée par ceux qui détiennent le pouvoir plutôt que par la vérité. Margaret Henley, bien que morte depuis plus d'une décennie,
restait une présence silencieuse mais puissante à travers ses écrits. Chaque mot consigné, chaque détail minutieusement noté, devenait une clé pour comprendre le réseau complexe de mensonges, de crimes et de stratégies qui avait permis à Nathaniel et Rose de prospérer, impunis, pendant des années. Ces journaux étaient un testament de la vigilance, de la perspicacité et du courage d'une femme qui avait défié le temps et le silence pour préserver la vérité. L'année 1906 marqua un tournant pour Fort Smith, bien que la plupart de ses habitants n'en aient pas conscience. Le jeune avocat, maintenant convaincu que les archives et lettres découvertes contenaient une vérité incontournable, commença à réunir un petit cercle de personnes dignes de confiance, historiens locaux, archivistes et quelques journalistes indépendants. Ensemble, ils commencèrent à recouper les informations des journaux de Margaret Henley avec les actes notariés, les registres des décès et les lettres privées de la famille Decker. Peu à peu, un tableau d'ensemble émergea, plus sombre et plus précis que tout ce que la ville avait jamais imaginé. Les documents révélaient non seulement le meurtre de William, mais aussi l'élimination systématique de tout témoin potentiel. Crawford et Hayes avaient été éliminés au moment exact où ils pouvaient remettre en cause la version officielle de l'accident. Même Harold Henley, dont la vigilance avait presque permis de mettre au jour la vérité, avait été victime de la même stratégie de poison subtile et progressive qui avait conduit à la mort de William. Chaque événement, chaque décès avait été orchestré avec une précision effrayante, laissant un minimum de traces et maximisant l'illusion d'accidents fortuits. Le cercle d'enquêteurs comprit également l'ampleur de l'influence de Nathanael et Rose. Leur empire forestier et commercial leur conférait un pouvoir considérable sur le plan économique, social et politique. Les autorités locales, corrompues ou intimidées par le couple, n'avaient jamais vraiment enquêté sérieusement sur les événements de 1888 et les années suivantes. Même la presse, soucieuse de respecter l'image de prospérité et d'élégance des Decker, avait choisi le silence. L'impression générale était que Fort Smith avait été façonné par une narration romantique, où la tragédie de William avait légitimé l'ascension de Rose et Nathanael. Pourtant, au sein du petit groupe de l'avocat, l'urgence était palpable. Si ces informations étaient révélées publiquement, elles auraient le potentiel de détruire la réputation des Decker et d'ébranler toute la société de Fort Smith. Mais la prudence s'imposait. Le couple avait encore des alliés puissants, des contrats commerciaux et des relations sociales capables de discréditer ou de faire taire toute tentative d'exposer la vérité. Les discussions tournaient autour de stratégies pour vérifier chaque fait, corroborer chaque témoignage et sécuriser des preuves matérielles irréfutables. Pendant ce temps, Nathanael et Rose, toujours actifs dans leurs affaires et leur vie sociale, continuaient de paraître intouchables. Leur relation, loin de montrer la moindre fissure, affichait une complicité apparente. Cependant, derrière les murs du manoir Decker, des tensions subtiles commençaient à apparaître. Nathanael, malgré sa maîtrise et son assurance, sentait parfois l'inquiétude croissante de Rose, qui avait conscience que les archives de Margaret pouvaient ressurgir à tout moment. Le couple commença à ajuster ses déplacements et à surveiller les moindres contacts, même à distance, avec ceux qui s'intéressaient à leur passé. À Fort Smith, des rumeurs commencèrent à circuler à nouveau, cette fois moins anecdotiques et plus inquiétantes. Des lettres anonymes, des articles de journaux étrangement détaillés et des murmures parmi les domestiques des Decker faisaient allusion à un passé plus sombre que celui qu'on enseignait dans les salons. Même si ces indices étaient fragmentaires, ils suffisaient à provoquer une légère inquiétude dans la population et à semer le doute sur l'infaillibilité des Decker. Les premières fissures dans la façade sociale commençaient à apparaître. L'avocat et ses collaborateurs décidèrent de lancer une campagne discrète pour publier progressivement les faits.
Leur objectif n'était pas seulement de révéler les crimes passés, mais aussi de montrer comment le couple avait manipulé et contrôlé tout le récit social de Fort Smith. Ils commencèrent à compiler un recueil des journaux et lettres de Margaret, accompagnés d'analyses historiques et de commentaires circonstanciés. Chaque note était sourcée, chaque événement daté avec précision et chaque décès examiné sous l'angle de la causalité et de l'opportunité. En 1907, alors que le recueil prenait forme, Nathanaël et Rose commencèrent à sentir la menace se rapprocher. Ils intensifièrent leur surveillance, firent pression sur certains témoins et tentèrent d'acheter le silence de ceux qui pouvaient mettre en doute leur version officielle. Mais malgré ces efforts, les premières publications partielles sur l'histoire de Fort Smith furent surface dans des cercles restreints, provoquant un mélange de curiosité, de suspicion et d'inquiétude. La légende romantique qui entourait le couple Decker commençait à vaciller, laissant entrevoir les ombres du calcul et de la cruauté qui avaient été à l'œuvre depuis tant d'années. Margaret Henley, bien que décédée depuis plus d'une dizaine d'années, restait la figure centrale de cette quête de vérité. Son travail minutieux et sa perspicacité avaient permis de documenter avec une précision presque scientifique une série de crimes que la ville avait tenté d'oublier. Grâce à elle, même après des décennies, le récit de Fort Smith pouvait enfin être examiné sous un autre angle, celui du courage d'une femme seule face à l'ambition et à l'absence totale de scrupules de deux individus déterminés à remodeler le monde selon leurs désirs. Alors que le cercle de l'avocat continuait son enquête, il devint clair que la confrontation finale avec les Decker n'était pas seulement une question de justice personnelle, mais aussi de rétablissement de la vérité historique. Chaque pièce de documentation révélée, chaque témoignage corroboré, rapprochait la communauté d'une compréhension plus complète des crimes passés. Mais la route restait périlleuse. Même avec des preuves, défier l'influence et la réputation des Decker nécessiterait courage, stratégie et patience, car les siècles d'illusion et de contrôle social ne cédaient jamais facilement. Au printemps 1908, Fort Smith commençait à sentir le souffle du changement. Les rumeurs sur les véritables circonstances entourant la mort de William Decker circulaient maintenant dans des cercles bien plus larges que ceux des historiens et journalistes indépendants. Les premières publications partielles, soigneusement préparées par l'avocat et son cercle, avaient éveillé l'attention de plusieurs figures influentes de l'État. Même si la majorité de la population continuait de percevoir Nathaniel et Rose comme des modèles de réussite et de romance, une minorité commençait à douter, à poser des questions et à chercher des réponses aux incohérences qui avaient été soigneusement ignorées pendant des décennies. L'avocat, conscient du danger, avait élaboré un plan minutieux pour obtenir des aveux et documents complémentaires sans se mettre en danger. Chaque rencontre avec un témoin potentiel était orchestrée avec soin. Lieux publics, communications indirectes et lettres anonymes. L'objectif était clair, accumuler assez de preuves pour qu'une confrontation directe avec les Decker ne puisse plus être ignorée. Mais il savait également que Nathaniel et Rose n'étaient pas du genre à céder facilement. Leur habileté à manipuler la perception et à contrôler les informations leur avait permis de rester intouchables jusqu'alors, et il fallait s'attendre à ce qu'ils réagissent avec une intensité et une ruse sans précédent. Margaret Henley, bien que morte depuis plus d'une décennie, restait le guide invisible de cette enquête. Ses journaux détaillés, découverts en 1987, mais dont les copies avaient été secrètement transmises à des chercheurs de vérité, servaient de boussole. Chaque page révélait des détails qui mettaient en lumière les interactions entre Nathaniel et Rose, leur stratégie pour éliminer toute menace et la progression méthodique de leurs crimes. Les archives montraient non seulement le meurtre de William et les décès subséquents, mais également la manière dont le couple avait manipulé la société pour que personne ne remette en question leur version officielle. Pendant ce temps, Nathaniel et Rose vivaient toujours dans le manoir Decker, parfaitement conscients que leur secret commençait à être menacé.
Leur quotidien, autrefois rythmé par le commerce du bois et les apparitions sociales, était désormais ponctué de mesures de sécurité accrues. Des domestiques loyaux surveillaient les alentours, et les rares visiteurs étaient triés avec une attention obsessionnelle. Pourtant, derrière cette façade de contrôle total, une tension palpable commençait à s'installer. Rose, toujours maître de ses émotions, montrait des signes de nervosité lorsque des correspondances anonymes arrivaient ou que des journalistes s'approchaient trop près de la vérité. Nathaniel, autrefois imperturbable, se montrait plus réservé, calculant chaque mot et chaque geste pour éviter de laisser transparaître la moindre faiblesse. L'avocat, lui, poursuivait sa collecte de preuves avec une patience méthodique. Il commença à interroger d'anciens employés, des voisins et même des membres éloignés de la famille Decker, cherchant à confirmer les détails des journaux de Margaret. Il fallait être extrêmement prudent. Toute erreur ou précipitation pourrait alerter Nathaniel et Rose, leur donnant l'opportunité de dissimuler définitivement les preuves restantes. Petit à petit, des témoignages concordants commencèrent à apparaître, révélant des détails troublants sur les accidents fortuits, la distribution des repas et la présence suspecte de Rose lors des moments critiques précédant les décès. Chaque élément renforçait le récit de Margaret, peignant un tableau clair de complot et de manipulation. En juin 1908, un incident inattendu vint bouleverser les calculs du couple Decker. Une lettre adressée à l'avocat, contenant une copie partielle des correspondances internes de Nathaniel et de Rose, révéla des plans pour influencer des témoins et des employés dans les années à venir. Ces documents, non seulement corroborant les journaux de Margaret, démontraient la continuité du schéma criminel et l'intention délibérée de protéger leur empire à tout prix. L'avocat savait qu'il disposait enfin de suffisamment de preuves pour organiser une confrontation publique. Fort de ce constat, il prévint le petit groupe de chercheurs et journalistes. Il était temps d'exposer la vérité. Une réunion secrète fut organisée dans un hôtel de Little Rock, où des copies sécurisées des lettres, journaux et témoignages furent examinées. Tous s'accordèrent à dire que la révélation devait être orchestrée de manière à minimiser les risques, mais maximiser l'impact. L'objectif n'était pas seulement de dévoiler la vérité, mais de la rendre indéniable. Chaque document, chaque témoignage et chaque chronologie de Margaret devait être présenté avec une clarté irréfutable. À Fort Smith, les Decker sentaient le vent tourner. Nathaniel commença à ordonner des mesures plus drastiques, restreignant les accès au manoir et exigeant des comptes détaillés de chaque employé. Rose, malgré son calme apparent, montrait des signes de nervosité lorsque certains détails de son passé étaient évoqués dans des conversations anonymes. La tension dans le couple, invisible aux yeux de la société, était palpable. Il savait que chaque jour qui passait rapprochait la menace d'une exposition publique. L'été 1908 s'avançait avec une chaleur étouffante qui faisait trembler les vieilles rues de Fort Smith. Les habitants continuaient à mener leur vie tranquille, inconscients de l'ombre que la vérité commençait à jeter sur l'illustre famille Decker. L'avocat, après des mois de préparation minutieuse, avait finalement décidé que le moment était venu. Tout devait être orchestré avec précision. Il ne s'agissait pas seulement de révéler les crimes, mais de s'assurer que la ville ne pourrait plus fermer les yeux. Les journaux de Margaret Handley furent transcrits en intégralité, accompagnés des lettres entre Nathaniel et Rose et des témoignages recoupés des anciens employés et voisins. Chaque élément servait à construire un récit cohérent et indiscutable. Les premières publications furent discrètes, envoyées à des journalistes de confiance à Little Rock et à quelques historiens locaux, sous forme de dossiers anonymes. L'effet fut immédiat. Les rumeurs commencèrent à circuler et certains lecteurs, choqués, cherchèrent à confirmer les faits. À Fort Smith, Nathaniel et Rose commencèrent à percevoir des signes inquiétants. Des murmures dans les rues, des questions insistantes posées par des domestiques qui n'avaient jamais osé parler auparavant, et des lettres anonymes glissées sous leurs portes. Le contrôle total qu'ils avaient exercé pendant plus de 20 ans semblait vaciller. Rose, en particulier, montrait un léger tremblement dans sa voix lorsque l'on ordonnait à ses employés de rester vigilants.
Nathaniel, imperturbable en apparence, calculait chaque mot et chaque geste, conscient que de moindres faux pas pourraient ruiner ce qu'ils avaient mis des décennies à construire. Le tournant décisif eut lieu lors d'une réunion publique organisée au théâtre de Fort Smith, où l'avocat et plusieurs chercheurs présentèrent les preuves au grand jour. Les journaux de Margaret furent lus dans leur intégralité, devant un public médusé. Les lettres de Nathaniel à Rose, décrivant les préparations du meurtre de William et les décès subséquents déguisés en accident, furent exposées aux regards incrédules des citoyens. Chaque détail, chaque stratagème fut dévoilé avec une précision chirurgicale, laissant peu de place au doute. Le choc dans la salle était palpable. Certains spectateurs éclataient en larmes, d'autres murmuraient entre eux, incapables de croire que les figures respectées de leur communauté avaient orchestré une série de crimes avec une telle froideur. L'avocat, conscient de l'importance de la scène, laissa les documents parler d'eux-mêmes, refusant tout commentaire émotionnel. La force de la vérité résidait dans sa clarté et sa documentation, et non dans des arguments passionnés. Nathaniel et Rose, avertis de cette réunion par des informateurs fidèles, arrivèrent tardivement au théâtre, tentant de maintenir leur façade de dignité. Mais la tension était évidente. Chaque regard jeté vers eux dans la salle était un rappel de leurs actions passées. Les murmures se transformèrent en chuchotements insistants, puis en questionnements directs, lorsque certains participants commencèrent à interpeller le couple. L'avocat prit la parole pour rappeler la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas de rumeurs, mais de faits documentés, corroborés par plusieurs sources indépendantes. La confrontation fut inévitable. Nathaniel, rouge de colère et de peur, tenta de nier, mais la force des preuves ne laissait aucune marge de manœuvre. Rose, ordinairement imperturbable, montrait pour la première fois des signes de panique. Les lettres et journaux, lus publiquement, révélaient des détails sur les manipulations de la santé de William, sur les meurtres déguisés en accident et sur l'intention délibérée de protéger leur empire familial au détriment de vies innocentes. Les habitants de Fort Smith, autrefois fascinés par le couple, étaient désormais confrontés à la froideur calculée et méthodique de leur passé. Des témoins supplémentaires furent appelés à la barre, d'anciens employés qui, sous protection, acceptèrent de révéler des observations qu'ils avaient gardées secrètes par peur des représailles. Les détails concordaient. Repas suspects, déplacements étranges, relations privilégiées et isolées entre Nathaniel et Rose, opportunités pour des accidents planifiés. Chaque témoignage renforçait la crédibilité des journaux de Margaret, transformant des suspicions anciennes en preuves tangibles. Le public réagit avec une mixture de choc, colère et incrédulité. Certains refusèrent de croire que les crimes avaient pu rester impunis pendant tant d'années, tandis que d'autres, plus pragmatiques, commencèrent à discuter des implications légales. L'avocat rappelait la difficulté. Malgré l'abondance de preuves documentaires et testimoniales, la loi exigeait toujours la confrontation directe des accusés, et beaucoup des témoins originaux étaient désormais décédés, enterrés avec les secrets qu'ils avaient portés. Pourtant, la révélation publique créait une pression morale et sociale énorme. Nathaniel et Rose Matugville et Neverpreur put se cacher derrière leur réputation. À la fin de leur réunion, Nathaniel et Rose quittèrent précipitamment le théâtre, silencieux mais visiblement effrayés. Pour la première fois, leur empire et leur contrôle semblaient vulnérables. L'avocat savait que ce n'était que le début. La prochaine étape serait de rassembler les forces judiciaires capables de traduire les faits en actions concrètes, malgré les décennies écoulées et la résistance possible des autorités locales. Dans les jours qui suivirent, Fort Smith vécut un éveil inhabituel. Les habitants, désormais conscients des crimes passés, commencèrent à regarder les lieux et les personnes familières avec un œil différent. Les histoires de tragédies romantiques, autrefois chéries et racontées lors de dîners ou d'événements sociaux, furent réévaluées à la lumière de la froideur réelle. Les mémoires de Margaret Handley, jadis ignorées, étaient enfin reconnues comme des documents essentiels pour comprendre l'histoire réelle de la famille Decker. Des décennies avaient gardé le secret, et seul le temps pouvait désormais remettre chaque pièce à sa place. En 1987, lors de travaux de rénovation dans le sous-sol du palais de justice du comté de Sebastian, des ouvriers découvrirent une étrange armoire massive dissimulée derrière un mur factice. Derrière elle se trouvait une collection de documents anciens, soigneusement rangés, signés et scellés. Parmi eux se trouvaient les journaux de Margaret Henley, des lettres, des notes et des télégrammes consignés avec une précision méticuleuse, relatant avec minutie les événements de la fin du XIXe siècle.
preuve tangible de crimes que la mémoire historique avait depuis longtemps classés comme de tragiques accidents. Lorsque l'historien local Jonathan Croswell eut accès à ces archives, il fut frappé par l'ampleur de ce qu'il découvrait. Chaque document révélait non seulement l'ingéniosité macabre de Nathaniel Decker et de Rose Sullivan, mais aussi la persistance obstinée de Margaret Henley à consigner chaque détail, consciente qu'elle n'aurait peut-être jamais la chance de voir la justice triompher. Les lettres entre Nathaniel et Rose, soigneusement conservées, montraient des échanges calculés et froids, décrivant non pas une passion amoureuse naïve, mais une planification méthodique pour éliminer les obstacles et sécuriser un avenir ensemble, libre de toute entrave. Les pages du journal révélaient des informations que personne n'aurait pu soupçonner. Les moments exacts où les empoisonnements avaient eu lieu, la correspondance avec des fournisseurs de confiance pour obtenir certains ingrédients, les stratégies pour détourner les soupçons et les détails précis du jour de la tragédie de la chasse. Margaret Henley avait scrupuleusement noté chaque symptôme observé chez William Decker, la corrélation avec la présence de son père et de Rose, ainsi que les allées et venues des domestiques. Chaque détail, même le plus infime, servait à documenter un motif et à construire un récit irréfutable sur le plan logique, même si la justice de l'époque avait refusé d'intervenir. En lisant ces documents, Croswell comprit que la saga des Decker n'était pas simplement un drame familial ou un malheureux enchaînement de coïncidences. C'était une véritable démonstration de manipulation, de contrôle et d'élimination méthodique de tous ceux qui pouvaient nuire aux ambitions de Nathaniel et de Rose. Il nota également l'ingéniosité avec laquelle ils avaient utilisé la société et les attentes sociales de l'époque pour masquer leurs intentions. La communauté de Fort Smith, fascinée par le récit romantique du père endeuillé et de la jeune veuve dévouée, avait involontairement servi de complice en acceptant sans aucun conteste la version officielle des choses. Mais la découverte la plus troublante fut peut-être la confirmation que Margaret Henley avait anticipé presque chaque mouvement des conspirateurs. Ces journaux démontraient non seulement sa clairvoyance, mais également son courage extraordinaire. Malgré le peur et le danger omniprésents, elle avait pris le soin de documenter méticuleusement ce qu'elle avait observé, créant un enregistrement silencieux et complet de l'injustice qui se jouait sous ses yeux. Chaque phrase reflétait une tension constante entre le désir de protéger son mari Harold, de défendre la vérité, et la conscience que, seule, elle était vulnérable face à un pouvoir économique et social écrasant. La publication et l'étude de ces documents dans les années suivantes bouleversèrent profondément la perception historique de Fort Smith. Les historiens, les journalistes et les descendants des familles impliquées durent réévaluer le récit accepté depuis plus d'un siècle. La légende romantique de Nathaniel Decker et de Rose Sullivan, célébrée comme un amour né de la tragédie, fut éclipsée par la réalité de la planification criminelle et de l'élimination méthodique de témoins gênants. Les détails des assassinats déguisés en accidents, la manipulation des perceptions sociales et la documentation minutieuse laissèrent un héritage glaçant, celui d'une machination qui avait échappé à la justice pendant près d'un siècle. Pourtant, malgré l'horreur des révélations, il y avait un élément de fascination inéritable. La précision, la patience et l'ingéniosité démontrées par les conspirateurs étaient presque admirables d'un point de vue intellectuel, bien que moralement condamnables. Margaret Henley, quant à elle, restait l'héroïne silente, une femme qui, sans le soutien institutionnel ni la possibilité d'une intervention légale, avait choisi de résister à l'injustice à sa manière, consignant chaque détail dans l'espoir que tôt ou tard, la vérité serait connue. Aujourd'hui, en lisant ces journaux, on ne peut éprouver qu'un mélange de respect et de frisson. Respect pour sa ténacité et sa clairvoyance, et frisson pour la froide efficacité avec laquelle Nathaniel et Rose avaient orchestré leur plan. La leçon la plus inquiétante de cette histoire peut-être est que le temps, le pouvoir social et la perception publique peuvent masquer des crimes d'une sophistication extrême. Gulpate et innocence, amour et meurtre, vérité et fiction peuvent s'entrelacer de manière si complète que la justice devient impuissante et que les apparences prévalent sur la réalité pendant des générations. Ainsi se referme le chapitre de William Decker, victime d'un complot soigneusement urdi, et celui de Margaret Henley, gardienne silente d'une vérité longtemps enterrée. L'histoire désormais révélée sert de rappel poignant. La vérité peut être retardée, mais la patience, la vigilance et le courage d'un individu déterminé finissent toujours par briser les mensonges les mieux tissés. Les collines d'Arkansas, témoins muets de tant de tragédies,
conservent encore aujourd'hui l'ombre des vies brisées et des secrets que seuls les journaux de Margaret Henley ont osé révéler.